Île de la Cité, en plein cœur de Paris, au milieu de la Seine. C'est ici, au VIe siècle, le début du Moyen-Âge, que les rois décident d'installer leur palais. La ville est en plein développement, protégée par le fleuve et au croisement des deux axes de circulation majeurs, un lieu stratégique. Au XIe siècle, la cathédrale Notre-Dame est en construction sur un côté de l'île. C'est l'un des chantiers les plus importants de l'époque. Le palais des rois doit s'imposer. Sur l'autre côté de l'île, c'est-à-dire à la partie orientale, il y a la cathédrale. Il y a donc le pouvoir épiscopal. Donc le roi a tout intérêt à manifester son pouvoir sur le pôle opposé de l'île de la Cité face au pouvoir religieux. C'est sous le règne de Louis IX que le palais va affirmer sa puissance face au pouvoir religieux, grâce à un événement extraordinaire. Saint Louis, donc le grand roi de France entre 1226 et 1270, a un moment dans son histoire, dans son règne, une idée extraordinaire. Il acquiert les reliques de la Passion du Christ. Il a fait un coup, littéralement politique et religieux, en fait, en acquérant les plus riches, plus précieuses, plus extraordinaires reliques de la chrétienté. La plus précieuse des reliques, c'est la couronne d'épines du Christ. L'acquisition de la couronne d'épines a une fonction éminemment politique, puisqu'elle est de faire de Paris une nouvelle Jérusalem. Et il décide de disposer ces reliques dans l'enceinte de son palais, dans un sanctuaire qui leur serait particulièrement réservé. Pour la couronne d'épines, Louis IX veut construire une chapelle encore unique pour l'époque. Il veut qu'elle soit la plus haute, la plus lumineuse et la plus spacieuse. Et surtout, il veut qu'elle ait une forme spéciale. Il souhaite qu'elle ressemble à une boîte qui renferme habituellement les précieuses reliques, un reliquaire. Louis IX veut monumentaliser absolument le reliquaire et en faire un reliquaire presque posé dans la ville, un reliquaire de pierre. Saint-Louis, effectivement, va faire inventer par l'architecte qui a bâti la Sainte-Chapelle une forme d'architecture nouvelle. On doit bien comprendre qu'à cette époque, il n'y avait pas tous les supports que l'on connaît aujourd'hui pour diffuser des idées. C'est pourquoi les formes des bâtiments avaient un sens que les gens pouvaient comprendre et interpréter. La Sainte-Chapelle sera donc un reliquaire de pierre. Sa construction commence aux alentours de 1242. La chapelle doit être aussi haute que les tours de Notre-Dame, qui culminent à plus de 40 mètres au-dessus du sol. Mais comment construire un tel édifice dans un lieu aussi restreint et sur le sol humide et instable de l'île? À l'époque, l'île de la Cité est divisée en deux monticules. Entre les deux, il y a des marais. Une épaisse couche de limon s'est déposée au cours des siècles sur le sol. Dans ce type de milieu, dans des milieux alluvionnaires où la roche ne va pas être affleurante, on est obligé d'aller creuser en profondeur sur plusieurs mètres de profondeur pour asseoir des fondations solides qui vont permettre d'élever les maçonneries qui vont monter au-dessus du sol. Il faut évacuer l'eau. Ça, c'est la première des choses. Il faut avoir des systèmes de drainage. Il faut faire des coffrages qui permettent d'empêcher l'eau de venir de la Seine. Mais on avait déjà des fondations puisque les Romains avaient construit quelque chose de significatif. Sous la chapelle basse, ils ont dû creuser de profondes fondations. Mais il y avait aussi une autre chapelle qui datait d'avant la Sainte-Chapelle. Mais on sait peu de choses là-dessus car il n'y a jamais eu de fouilles. Si les fondations s'appuient sur des constructions plus anciennes, cela ne suffit pas pour asseoir un tel bâtiment. Les bâtisseurs vont devoir imaginer un système qui permette d'élever sur plus de 40 mètres. Ils vont profiter d'une contrainte imposée par le roi. En effet, Louis IX veut une chapelle sur 2 niveaux. Ces 2 niveaux, c'est un niveau terrestre et un niveau céleste. Donc déjà, le principe de l'architecture, il est commandé par la vision théologique de l'époque. C'est pas une chapelle, c'est 2 chapelles. 2 chapelles l'une sur l'autre.
et avec des fonctions tout à fait différentes. Donc on le rappelle qu'à la Sainte-Chapelle et dans le palais de la Cité tout entier, on a bien 2 niveaux. Un niveau supérieur qui est réservé au roi, à ses hôtes de marque, et puis un niveau inférieur qui est pour le tout commun, c'est-à-dire le personnel du palais, les serviteurs, etc., etc. Les 2 niveaux seront bien séparés. Un niveau en bas pour les messes publiques et un niveau en haut pour le roi et sa famille. Et de cette contrainte de double niveau, les bâtisseurs vont en faire une force. En fait, les bâtisseurs ont conçu la Sainte-Chapelle comme une structure emboîtée, où la chapelle basse va vraiment servir de soubassement à la chapelle haute. Mais comment les bâtisseurs vont-ils faire pour répondre à cette double fonction? Faire de la chapelle basse un lieu d'accueil large et spacieux, tout en servant de fondation pour la chapelle haute. Les bâtisseurs vont utiliser une technique bien maîtrisée à l'époque, la voûte sur croisée d'ogives. Chaque pilier est le départ de nervures de pierre qui vont composer la voûte. Elle sera ensuite scellée par une pierre centrale, appelée clé de voûte. Cette pierre va stabiliser la structure qui repose uniquement sur les piliers. Il n'y a plus de mur porteur. La croisée d'ogives, c'est un des moyens qui est utilisé pour mieux répartir les forces sur les piliers. C'est vraiment un élément absolument structurel et fondamental de l'architecture gothique. C'est aussi une garantie de stabilité et qui permet d'élever aussi au-dessus des espaces qui sont plus libres, largement ouverts et qu'on peut utiliser sur des très grandes dimensions. Les bâtisseurs vont devoir faire face à une contrainte, aligner le haut des voûtes de la chapelle basse avec le niveau de circulation des appartements du roi. Mais ils doivent aussi s'assurer d'avoir le maximum de hauteur sous le plafond de la chapelle basse. Pour cela, ils vont réaliser des voûtes quasiment plates. Il y a une prouesse qui est réalisée au niveau de la chapelle basse. Parce que la chapelle basse, on a une voûte qui est large, mais qui est extrêmement plate, et donc avec des forces qui vont être très horizontales. Et donc, on a besoin de systèmes de renforcement complémentaires au niveau de ces piles afin justement de contenir cette poussée des voûtes. En réalisant des voûtes plates, les forces en action ont une composante plus horizontale que verticale. Les piliers pourraient s'écarter sous le poids. Pour contrer cette force horizontale, les bâtisseurs vont avoir une idée. Ça a été déjà un défi pour eux de se demander comment faire en sorte que le poids de ces voûtes et le poids de la chapelle haute ne provoquent pas un écartement des murs. Donc c'est la raison pour laquelle, quand on vient en chapelle basse, on voit bien qu'on a d'ailleurs un vaisseau avec 2 bas-côtés où les voûtes reposent sur des piliers qui ensuite reposent sur les murs. Il y a vraiment eu un tour de force architectural, parce que c'est une des premières fois, si ce n'est la première fois, que l'on repousse les murs vers l'extérieur en utilisant des colonnes pour supporter les voûtes. C'est comme si on avait une église en 3 parties. Architecturalement, c'est très audacieux ce qui a été réalisé dans la chapelle basse. Pour éviter que les forces soient trop horizontales, les bâtisseurs ont décidé de les faire reposer sur des piliers intermédiaires, ce qui permet de repousser les murs. La chapelle est donc composée d'un vaisseau principal et de 2 contre-allées.